crois qu'en ce moment, vous devriez tous voir la première slide de notre présentation aujourd'hui sur Autodesk Complete. Donc, bonjour à tous et merci de votre présence à ce webinaire d'une durée d'1 heure, organisé en collaboration avec Autodesk. Le webinaire va être consacré aux solutions de post-processeur et simulation de code G à l'aide du logiciel Complete TruePath. Mon nom est Jean-François Landry, directeur de compte chez SolidCAD pour les solutions de fabrication avancée. Je suis accompagné aujourd'hui de Jeff Fritsch de Autodesk qui présentera la solution Complete TruePath afin de vous démontrer comment votre entreprise peut prendre avantage de cette technologie. Prochaine slide. Donc, brièvement, ici l'agenda pour aujourd'hui. Jeff va nous présenter, entre autres, qu'est-ce que Complete TruePath et quels en sont les avantages et bienfaits majeurs. Nous allons voir que Complete se veut non seulement un outil de simulation, mais aussi un générateur de code G qui est un atout majeur puisque ça permet d'avoir un poste robuste et sécuritaire pour une multitude de systèmes FAO. Nous verrons également un exemple concret directement dans le logiciel Complete TruePath. Et finalement, nous allons allouer à la fin de la présentation une période de 15 minutes pour les questions. S'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire vos questions durant la présentation dans la section questions et réponses dans le bas de votre écran. Donc voilà, Jeff, je te laisse la parole. OK, ben, merci beaucoup pour l'introduction, Jean-François. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir rejoints ce matin. Donc, j'espère que à travers mon accent typiquement français, vous avez reconnu que je suis effectivement français, donc ingénieur méca en France, déménagé au Canada il y a à peu près 16-17 ans maintenant. Wow. Donc, de temps à autre, je vais sûrement avoir un peu d'anglais qui va ressortir parce que simplement, ça fait 17 ans que je travaille en anglais. Mais à travers ces quelques années, j'ai effectivement eu un peu d'expérience à travailler avec différents systèmes de FAO, notamment Edgecam, Mastercam, avant de passer un peu plus dans le monde de la simulation et de la génération du code G. Et ensuite, j'ai travaillé avec Complete pendant à peu près 10 ans, avant que Complete a été acquis par Autodesk l'année dernière. Donc, pendant ces 10 ans à Complete, j'étais vraiment en train de regarder après toutes les ventes et je dirais un peu tous les aspects commerciaux de la compagnie. Donc, au travers de ces 10 ans, effectivement, j'ai vu beaucoup d'évolutions à travers le produit, mais surtout un peu plus de connaissances par rapport à comment les clients utilisent le produit et où sont les avantages que vous pouvez avoir en tant que client. Donc, une image vaut 1000 mots. Donc, je me suis dit, c'est sûrement un peu plus facile de simplement vous montrer une petite vidéo qui va vraiment mettre tous les éléments qui sont mis en jeu dans un contexte effectivement de faire des pièces. Donc, on va juste regarder la vidéo. Donc, ça, c'est une vidéo qui a été faite. Donc, Jean-François, vous avez le son, hein? Non. Moi, je n'entends pas. Oui, maintenant, il devrait y avoir le son. Donc, juste avant que je commence, donc ça, c'était une vidéo qui a été faite avec Autodesk, en partenariat avec Autodesk, avant que Complete soit justement fasse partie de Autodesk. Donc, je vais regarder. Doing here is we're drilling some coolant holes in this fixture, and we have right over here is where the fixture is, and you can see I've already done these holes in the past, but here's what we're doing: 8 of them from this funny lower angle to get all the way up inside of it to allow coolant to drain out. So it's really pushing the limits of what this machine can do. If we look back at the computer file here, I've got this drill which is set up to come in here. I'll just play it real slowly. This is the operation we're going to do, which doesn't look like such a big deal when you're looking at it in Fusion. However, if we post this out to Complete, we'll see that the machine simulation of it is, it gets pretty hairy. So let me open this guy up. So here's the machine simulation. And I have different proximity warnings I can set for it. So if I tell it I wanna have it warn me if I get within ½ an inch of anything crashing into anything else. And I go ahead and run this simulation. And so looking in here, we can see
there's a lot of stuff going on where it gets really close. We've got the tool holder right here getting very close to the fixture and all this stuff, but the one that's really scary is right here. We have the body of the spindle is getting extremely close to the trunnion table here. We're, you know, really right up there. So I have a 1/2 inch proximity warning set right now, and it errored out. So let me. It's gonna sit in there. We use a torque wrench. Just really simple process to lock this in. There we go. Lock the motor. Right here. It's really close. Ok, donc vraiment de ce qu'on a vu dans la vidéo et vraiment le point qu'on essaie de faire ici, c'est que vraiment l'aspect de la trajectoire d'outils dans le système de FAO va vraiment être ce que vous faites à longueur de journée. Donc, c'est vraiment définir la trajectoire de l'outil, bouger du point A au point B. Mais dans le système de FAO, c'est vraiment l'interaction entre l'outil et le matériel qui est regardé. Pas forcément l'ensemble de la machine et comment tous ces éléments vont interagir entre eux. Donc, à ce moment-là, si vraiment il y a des problèmes au niveau du code, au niveau de la machine qui va vraiment pas pouvoir être capable de faire le déplacement de la manière dont c'est indiqué dans le code, vont effectivement avoir des impacts sur la manière dont vous pouvez faire vos pièces. Donc, effectivement, il va y avoir pas mal de dégâts au niveau des outils, au niveau des pièces, temps d'arrêt de la machine et simplement tous ces éléments qui ne vont pas forcément interagir de manière propre entre eux vont effectivement avoir un impact sur l'opération de votre machine. Donc, à ce moment-là, vraiment le post-processeur, où ça vient dans la chaîne des éléments, c'est vraiment, si on fait un peu l'analogie à un pilote d'imprimante. Donc, une fois qu'on a un dossier ou un document qu'on veut imprimer, personne ne se pose vraiment la question de savoir où la tête d'imprimante va aller, à quelle vitesse elle va se déplacer, combien d'encre va sortir. Tout se passe d'une manière relativement automatisée. Mais si effectivement il y a un problème au niveau du pilote d'imprimante, quelque chose va sortir, mais pas forcément ce que vous aviez intenté d'avoir sur le morceau de papier. Donc, dans notre monde de la fabrication, c'est vraiment le travail du post-processeur de faire la conversion de la trajectoire d'outils du système de FAO jusqu'à la machine pour avoir effectivement une pièce qui va ressortir, qui va être conforme aux normes. Si effectivement à ce moment-là, il y a des problèmes au niveau du post-processeur de faire la génération du code G, effectivement quelque chose va sortir, mais la pièce ne peut pas être bonne pour que justement vous pourriez vous faire payer pour. Donc à ce moment-là, vraiment la connexion qui doit se faire au niveau du logiciel de FAO qui va pouvoir communiquer correctement avec la machine. Donc, peu importe la machine, que ce soit dans ce cas-là une Matsura, une Meizac, une Okuma, ça fait vraiment aucune différence. Les instructions du logiciel de FAO doivent vraiment être converties de manière intelligible pour la machine. Et effectivement, les machines deviennent de plus en plus avancées au niveau des fonctions qui sont disponibles, donc tout ce qui va être compensation 3D, de faire du tournage, tout ce qui est commande un peu plus 5 axes, TCPC, Tilted Work Plane, toutes ces fonctions-là deviennent effectivement beaucoup plus difficiles à programmer à la machine et ce qui doit vraiment plus ou moins diriger avoir un post-processeur, donc vraiment la génération du code G qui va être approprié à ce que la machine peut faire. Vraiment avoir le code, ça va être la première étape. Donc après, une fois que le code a été généré, vraiment la deuxième étape va être de vérifier ce code, vraiment s'assurer que la machine va pouvoir comprendre ce code et va pouvoir effectivement faire le déplacement qui a été prévu dans le code, en sachant que tous les éléments
autour du code. Donc, ça va être au niveau des outils, des portes-outils, de la broche, de la fixation, comment est-ce que la machine se déplace. Tous ces éléments vont être regardés ensemble pour justement s'assurer que la machine va pouvoir justement faire ce déplacement, mais aussi pouvoir regarder à quel impact ces déplacements vont avoir sur la coupe et sur le résultat de la pièce à la fin. Et vraiment, en gros, pouvoir faire de manière proactive, d'avoir vraiment un très bon, une très bonne compréhension du procédé et pouvoir contrôler tous ces éléments. Donc, tous ces éléments vont pouvoir se mettre en place et vont pouvoir, à certains moments, avoir des interactions avec la machine, que ce soit au niveau pendant la coupe elle-même. On va voir ici effectivement la broche de la machine qui va rentrer dans la table. Donc, effectivement, ça, à partir de la trajectoire d'outil, le système de FAO va regarder ça, la trajectoire d'outil va être tout à fait correct, mais la machine, l'environnement de la machine, effectivement, ne va pas pouvoir faire ces déplacements. Et la même question se pose pour d'autres sections du programme, par exemple tout ce qui va être changement d'outils, positionnement, tout ce qui va être retrait, et vraiment pouvoir comprendre tout ce qui se passe au niveau de la machine. Donc, où Camplete va vraiment se placer dans ce procédé de fabrication va vraiment être entre le logiciel de FAO et la machine. Donc, ça ne va pas être ici pour remplacer ce que le système de FAO fait, mais vraiment pour augmenter les capacités que vous avez et vraiment s'assurer que ce qui sort du logiciel de FAO va être tout à fait correct pour la machine. Et le but final est vraiment d'avoir un double ou un jumeau de votre procédé pour que justement on va pouvoir faire toutes ces vérifications avant que vous puissiez le mettre sur la machine. Donc, comment est-ce qu'on a pu développer ce procédé ou j'allais dire ce moteur de génération de code? C'est vraiment en travaillant directement avec les fabricants de machines. Chaque fabricant de machine va avoir leur particularité au niveau du contrôleur, quel genre de code va être requis, comment est-ce que la machine se déplace, à quelle vitesse. Et vraiment, tous ces points spécifiques ont été travaillés directement avec le fabricant de machine. Et de la même manière, de pouvoir supporter plusieurs logiciels de FAO. Bien sûr, tous les logiciels Autodesk sont supportés, mais d'autres logiciels de FAO vont également être supportés, même s'ils vont être des produits, je dirais, un peu compétitifs. Donc, on voit beaucoup de Mastercam, on voit beaucoup d'Esprit, de Gibbs. Mais ce que ça donne au niveau de flexibilité pour un utilisateur, ça va vraiment pouvoir être utilisé, de pouvoir utiliser plusieurs sources de logiciels FAO dans le même projet et d'avoir un point de génération de code qui va être commun avec toutes ces plateformes. Donc, en utilisateur, ça va vous donner beaucoup de flexibilité par rapport à quel logiciel de FAO vous voulez utiliser ou de vous donner beaucoup plus de capacité au niveau de la programmation. Alors, par exemple, Camplete avait une autre compagnie qui faisait un machine shop, donc qui faisait beaucoup de pièces en 5 axes. Donc, à ce moment-là, si on recevait une nouvelle pièce 5 axes, on pouvait plus ou moins briser, si vous voulez, la programmation à travers 4 ou 5 ou peu importe le nombre de programmeurs, où chaque programmeur va travailler dans leur plateforme FAO de préférence. Et à la fin, tous ces éléments, toutes ces trajectoires d'outils vont être mises dans le même projet et utiliser le même code, le même post-processeur pour faire la génération du code. Donc, une fois que le code a été généré, bien sûr, toute la simulation va être prise et va être dirigée par le code qui a été généré. Donc, vraiment avoir un niveau de détail très haut pour justement s'assurer que tous ces éléments vont tomber en place où ils doivent tomber et que si jamais il y a d'autres erreurs par rapport à tout ce qui est limite de course ou collision ou d'autres éléments qu'on va regarder une fois qu'on va passer dans la démo, tous ces éléments vont vraiment être regardés et si à ce moment-là, quelques erreurs ont été flaguées par le logiciel, avoir le niveau de contrôle en place pour justement pouvoir commencer à
corriger ces problèmes et s'assurer qu'effectivement, ce qui sort à la fin va être tout à fait correct au niveau du code, va être correct au niveau de la machine pour que la machine justement puisse faire ces mouvements et que finalement, au niveau du procédé, au niveau global du procédé, qu'on ait justement une très bonne compréhension de ce qui se passe et de voir un peu plus d'informations pour prendre de meilleures décisions par rapport à ce procédé. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails ici. Et à la fin, vraiment, le but à la fin de passer à travers toutes ces étapes de la génération du code, de s'assurer que tous ces éléments vont marcher ensemble, ça va justement être de pouvoir répondre à la question, est-ce que ce procédé va générer une pièce qui va être bonne ou est-ce qu'on aura des problèmes avec ces pièces? Donc, est-ce que toutes les dimensions sont justement à la bonne taille? Est-ce qu'on a des gouges dans la pièce ou est-ce qu'il y a quelques autres problèmes avec ce procédé et avoir tous les éléments en pièces pour que justement on puisse corriger toutes ces erreurs. Donc, à ce moment-là, on va passer quelques minutes dans TruePath. Donc, Jean-François, je pense que là, je vais passer à montrer un peu le logiciel. Oui, tout à fait. OK. Donc, on va revenir un peu plus tard à la présentation. Donc, au niveau du logiciel, tout le monde devrait continuer à voir un peu ce qui se passe sur mon écran. Oui, de mon côté, c'est bien. OK, parfait. Donc, au niveau de ce qui se passe, j'ai une pièce d'exemple qui a été utilisée ici. Donc, relativement facile au niveau de la pièce, pas trop de trajectoire d'outils un peu bizarre. Donc, on a une première opération qui va être vraiment s'assurer que le bloc est carré et ensuite on va avoir une opération d'ébauchage 3 axes et ensuite on commence à travailler en 3+2. Donc s'assurer que toutes les phases de la pièce ont été faites et à la fin on termine avec une trajectoire d'outils en 5 axes. Donc à partir au niveau de la programmation, il n'y a absolument rien qui change. Tout continue de marcher exactement de la même manière qu'avant. La première grosse différence sera vraiment au niveau de la génération du code. Donc, à ce moment-là, au lieu de choisir simplement un post-processeur pour la machine directement, on va simplement passer le projet en entier à Camplete. Donc, au niveau du projet, l'information qui va être transmise va être bien sûr, tout ce qui va être trajectoire d'outils, tout ce qui va être information par rapport aux outils, donc les outils de coupe, porte-outils, et bien sûr, tout ce qui va être éléments qui vont être utilisés au niveau de la simulation, donc ce qui va être pièces, fixation, pièces de brut, tous ces éléments vont être passés directement au logiciel. Donc, à ce moment-là, j'ai simplement dit exporte tous ces éléments. Donc, tout se passe en arrière-plan et le logiciel va maintenant récupérer tous ces éléments, va démarrer et va commencer à tout charger. Et à ce moment-là, vraiment, la seule chose qu'on devra avoir à choisir, c'est vraiment quelle machine va s'occuper de tout le procédé qui a été mis. Donc, à ce moment-là, je vais simplement prendre une AS UMC 750. J'aime bien montrer cette machine parce qu'il y a différentes alarmes qui ressortent à ce moment-là. Donc, simplement choisir la machine. Donc, la machine, c'est la sélection de la machine va entraîner la sélection du post-processeur, va regarder à quel genre d'information a été entrée dans le logiciel. Tous les éléments vont s'afficher, où la pièce est montée dans la machine. Donc, tous ces éléments au niveau de la fixation de la pièce, des trajectoires d'outils, où c'est situé dans la machine, tous ces éléments ont été loadés. Et à ce moment-là, on peut procéder avec la génération du code G. Donc, une fois que la génération du code G est en place, tous les éléments, toutes les données qui ont été rentrées sont vérifiées. Donc, est-ce qu'on met un outil dans la broche? Est-ce que la broche démarre? Est-ce qu'on a défini un plan avant un mouvement circulaire? Donc, tous ces éléments vont être vérifiés au moment de la génération du code G. Et une fois que la génération a été faite, on a effectivement le code G qu'on va pouvoir commencer à simuler. Donc, une fois que la simulation commence, tous ces éléments qui vont être, bien sûr, tout ce qui est la coupe, changement de plan, changement d'outil, approche, retrait, tous ces éléments vont être vérifiés et sont dirigés directement par le code G.
Et si à ce moment-là, aucune erreur n'a été reportée, on peut simplement exporter notre code G avec le résumé et tous les détails du projet pour que justement on peut prendre ce programme, aller mettre sur la machine et avoir l'assurance que tout se passera dans la manière dont on l'attend. Donc, ça, c'est vraiment été la première étape pour transférer tous ces éléments en allant du logiciel de FAO jusqu'à la vérification et avoir du code G. Si on regarde à d'autres plateformes, par exemple PowerMill, FeatureCam, ils vont tous avoir un peu le même procédé pour exporter toutes ces informations. À ce moment-là, au niveau de PowerMill, ce sera par exemple avec un plugin. On va pouvoir choisir le projet, la pièce, la feature, le brut. Et si on regarde d'autres plateformes, comme par exemple ici Mastercam, ce sera exactement de la même manière. À ce moment-là, de Mastercam, on a de nouveau un autre plugin qui va fonctionner de la même manière, exporter toutes les trajectoires d'outils, récupérer les outils, la pièce, la fixation, et tous ces éléments vont passer à travers. Donc là, une fois qu'on regarde un peu notre procédé ici, on peut voir que bien sûr, tous ces éléments là sont sortis de Fusion 360. Donc, ça, c'est vraiment notre jumeau du procédé qu'on avait défini au niveau de la FAO. Où maintenant, en tant qu'utilisateur, le logiciel devient un peu plus, en profondeur de ce qu'on peut faire. Ça va être par exemple ici de pouvoir revenir et de rapporter d'autres trajectoires d'outils qui viennent d'autres logiciels de FAO. Donc, au départ, j'ai commencé effectivement avec Fusion 360, mais je peux également récupérer d'autres trajectoires d'outils qui viennent par exemple dans ce cas-là de PowerMill et les mettre dans mon même procédé. Donc à ce moment-là, je commence vraiment à construire maintenant un procédé global, la manière dont je veux construire ou je veux faire cette pièce avec différentes données qui viennent de différents logiciels de FAO, mais à la fin, je vais quand même avoir le même post-processeur qui va générer le code. Donc, on a également un peu plus de possibilités au niveau de comment ces opérations sont organisées. À ce moment-là, je commence à faire un peu plus de travail en profondeur ici avec Fusion, avec PowerMill, un peu plus de Fusion et au niveau du 5-axes, après, je peux de nouveau récupérer des trajectoires d'outils qui viennent par exemple de Mastercam, dans ce cas-là de Siemens NX. Et il y a seulement certaines trajectoires d'outils que je suis vraiment intéressé pour avoir. Donc, pas le projet complet, mais vraiment certaines trajectoires d'outils qui sont vraiment spécifiques à ce que je veux faire, qui maintenant vont faire partie de mon procédé global. Donc, de ce qu'on a construit maintenant, on a Fusion 360, PowerMill, un peu plus de Fusion et Siemens NX à la fin. Donc, on va de nouveau procéder à la génération du code G, s'assurer que toutes ces données vont effectivement pouvoir marcher ensemble. S'il y a des problèmes au niveau de la génération du code, à ce moment-là, ça va être marqué, comme par exemple ce qui se passe ici, où on a effectivement un outil numéro 2 qui est utilisé dans une des trajectoires d'outils, un autre outil numéro 2 qui est utilisé dans une autre trajectoire d'outils, où on a 2 fois le même numéro d'outils, mais les géométries des outils de coupe sont actuellement différentes. Donc ça, c'est une des situations qu'on ne peut pas physiquement avoir dans la machine. Donc, maintenant, on commence vraiment à avoir ce cas où on a effectivement plusieurs sources de données de différents logiciels de FAO qui sont mises dans le même procédé, mais on commence à avoir des erreurs. Donc, à ce moment-là, pour résoudre ces erreurs, je ne vais pas retourner dans NX et Fusion et PowerMill et Mastercam et tous ces logiciels de FAO. Ça vraiment… le but ici, c'est d'avoir toutes ces données centralisées dans le même élément et de pouvoir détecter les erreurs, mais aussi de pouvoir corriger ces erreurs et avoir maintenant tous les changements qui ont été faits qui vont être reflétés directement dans le procédé aussi. Donc là, je peux commencer à changer, par exemple, mes numéros d'outils. Je peux voir, j'ai mes 12 outils numéro 2, mes 12 outils numéro 3. Je vais revenir un peu à l'outillage un peu plus tard. Mais à ce moment-là, vraiment de pouvoir commencer à résoudre certains problèmes qui ont été repérés ici.
C'est beaucoup plus facile de résoudre certains problèmes à ce niveau-là quand on fait la programmation, plutôt que d'avoir un procédé complet qui a été mis sur la machine est prête à partir, on appuie sur le bouton vert et on se passe à peu près 10 lignes et on a une erreur. Donc à ce moment-là, de revenir nouveau au logiciel de FAO, de tout corriger, ça devient un peu plus encombrant au niveau du temps que de résoudre ces problèmes directement ici. Donc, au niveau du code, on vient de résoudre ces problèmes au niveau de l'outillage. On va pouvoir contrôler tout ce qui se passe au niveau de, par exemple, le procédé et tous les éléments qui vont autour de la trajectoire d'outil. Donc, par exemple, tout ce qui va être outillage. Quand on change un numéro d'outil, il y a très forte chance que les numéros d'offset vont être changés aussi. Au niveau de ma vitesse de broche, je suis un peu lent ici, donc on va pouvoir changer toutes nos vitesses de broche, toutes nos avances pour les avances de coupe, les avances de retrait. Il n'y a pas d'arrosage qui a été mis en route pour la première opération. Et on a également la possibilité maintenant de commencer à adapter le comportement de la machine au type de coupe qu'on essaye de faire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, les quelques premières opérations au départ sont vraiment, l'objectif est vraiment de pouvoir enlever beaucoup de matériel et vraiment d'avoir un gros focus sur tout ce qui est ébauche et d'avoir énormément de puissance dans la broche et de pouvoir d'enlever beaucoup de matériel. Ce qui va être un peu plus différent de, par exemple, tout ce qui va être perçage et taraudage, qui à ce moment-là vont avoir un objectif de coupe complètement différent, qui va lui-même être complètement différent des dernières opérations qui vont être vraiment beaucoup plus focusées sur tout ce qui est 5 axes. Donc 5 axes, ça va être beaucoup plus, il va beaucoup plus y avoir de focus sur tout ce qui va être positionnement, accuracy. Comment est-ce qu'on va dire ça? François. Précision. Précision, merci. Précision. Et de vraiment, on va avoir un mouvement très, très harmonieux et pas de blocage et de choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment avoir l'opportunité de vraiment adapter le comportement de la machine au genre de coupe qu'on essaye de faire. Donc, on va avoir tous ces éléments vraiment mis en place. Il y a d'autres fonctionnalités au niveau du changement du code, où on peut travailler directement sur le code, directement travailler sur la manière dont la trajectoire d'outil a été interprétée. Donc, il y a un peu plus de flexibilité que je ne voulais pas forcément rentrer dedans, mais s'il y a des questions, on peut y aller. Mais vraiment, l'objectif ici, c'est de montrer qu'il y a énormément de contrôle et de flexibilité au niveau du code, au niveau du procédé, d'où ces données viennent, comment elles sont organisées et de quelle manière la machine va interpréter ces différents mouvements. Donc, une fois que tous ces éléments ont été effectivement mis en place, on va pouvoir procéder à la vérification. Donc, au niveau de la vérification, on va pouvoir regarder à tout ce qui est collision, limite de course, si on va gouger dans la pièce, regarder à différents niveaux de proximité. Donc, par exemple, ma broche s'approche très près de ma fixation et vraiment pouvoir regarder à tout ce qui se passe au niveau de la machine et comment la machine va interpréter le code. Effectivement, je ne vais pas regarder ma simulation pour le temps complet du cycle. Donc, je vais simplement avancer jusqu'à qu'il y ait une erreur qui a été reportée. Ou par exemple, une erreur ici va être une limite de course sur un des axes de rotation. Donc, juste avancer quelques points un peu plus loin. OK. Donc, à ce moment-là, on peut voir très bien qu'il y a une limite de course au niveau de la machine. Donc, par exemple, si on regarde au niveau des limites, la machine peut simplement aller jusqu'à 35 degrés au niveau négatif. Mais par rapport à ce qui se passe au niveau du... Oh. What just happened? Oh, that's right. Sorry. On va pouvoir regarder de ce qui se passe un petit peu au niveau de la machine, mais effectivement, au niveau du programme, le programme appelle 90 degrés, mais la machine peut seulement arriver jusqu'à 35.
Donc, à ce moment-là, en sachant que, de nouveau, je travaille depuis 3 différentes sources de FAO, Fusion, PowerMill et NX, je ne vais pas retourner dans chaque logiciel de FAO, essayer de trouver quelle trajectoire d'outils est effectivement en train de créer le problème, régénérer la trajectoire d'outils, revenir dans Complete et réimporter tout ça. Ça va vraiment contre l'objectif d'avoir toutes ces données dans une plateforme centralisée. Donc, à ce moment-là, on peut voir que justement la trajectoire d'outil est effectivement ce qu'on veut garder. On veut avoir ce déplacement de l'outil dans le matériau, mais maintenant on veut commencer à adapter comment cette trajectoire d'outil va être dans la machine. Donc on a vu qu'effectivement, une fois qu'on a une limite de course, la machine ne va pas pouvoir y aller. Donc, au lieu de travailler sur le côté négatif, je vais simplement travailler sur le côté positif et d'avoir effectivement maintenant la solution alternative qui va justement me laisser passer ce point où justement j'avais cette limite de course. Donc, de nouveau, une de ces situations qui devient très facile à corriger ici, beaucoup moins facile de corriger à la machine une fois que tout est prêt et qu'on a déjà commencé à usiner et qu'on arrive à cette position où justement la machine alarme et il faut de toute manière ou d'une autre, il va devoir revenir au niveau de la FAO pour justement pouvoir corriger ces problèmes. Donc, on peut voir que maintenant, effectivement, à ce moment-là, une fois qu'on a passé ce point problématique au niveau du positionnement de l'axe de rotation, on va pouvoir procéder aux solutions suivantes qui vont m'amener justement à cette prochaine situation où là, effectivement, j'ai une collision entre la broche et la table. Donc, de nouveau, une de ces situations qui devient beaucoup plus facile à gérer si c'est détecté en avance plutôt qu'à la machine, une fois que le machiniste a eu un peu peur de ce qui vient juste de se passer. Donc, à ce moment-là, effectivement, avec ces collisions, il y a plusieurs avenues qu'on peut explorer pour une résolution. Donc, on peut regarder par exemple à l'outillage, de changer de combien l'outil sort du porte-outil, de changer le porte-outil, d'avoir une longueur d'outil un peu plus étendue. On va pouvoir regarder par exemple à la fixation de la pièce, comment est-ce que votre procédé va réagir dans la machine et est-ce qu'il y a quelque chose un peu plus qu'on peut faire un peu en avance, ou de pouvoir regarder complètement à ce problème un peu plus comme une question de setup, parce que dans ce cas-là, la table de la machine n'est pas symétrique. Donc, on a un long côté et un côté un peu plus court. Donc, si ça devient un peu plus une question de setup, quel est l'impact si, par exemple, on tournait toute la fixation à la pièce de 90 degrés? À cet endroit-là, on serait en train de travailler sur le petit côté de la table, pas le long côté, et on n'aurait pas de collision entre la broche et la table. Donc là, maintenant, de nouveau, en travaillant avec un environnement où tous ces éléments ont été centralisés ici, on va justement pouvoir corriger ces erreurs qu'on a ici et avoir le propre code qui va avec la résolution de ces problèmes. Donc, en regardant maintenant un peu plus près au niveau de l'outillage, on va pouvoir changer, par exemple, la longueur de laquelle l'outil sort du porte-outil. On va pouvoir regarder un peu plus au porte-outil en lui-même. Donc, si on prend quelque chose qui est un peu plus long, donc là, justement, on va pouvoir changer maintenant cette extension, que ce soit métrique ou impérial, le logiciel va pouvoir le contrôler. Si on voulait regarder un peu plus loin au niveau de ce qui se passe pour color comp ou différents paramètres au niveau de l'outillage, on va pouvoir regarder ça aussi. Mais à ce moment-là, c'est vraiment pouvoir de faire ces changements qui vont être reflétés directement dans la simulation et de voir quel impact ça va avoir directement sur le positionnement de la machine. Donc, effectivement, on a augmenté notre porte-outil qui nous a donné un peu plus de hauteur au niveau du positionnement de la broche, mais pas encore suffisamment pour vraiment ne pas avoir cette collision. Donc, la prochaine étape qu'on va pouvoir prendre ici va être de regarder un peu plus au niveau de la fixation. Si on regarde un peu au niveau des logiciels de FAO, quand on a programmé cette pièce dans Fusion, on avait simplement utilisé notre étau et il n'y a pas de riser
en dessous. Si on regarde au même projet dans Mastercam, on a effectivement maintenant un peu plus de hauteur au niveau de la fixation. Donc, de nouveau, de pouvoir avoir la flexibilité de travailler avec plusieurs logiciels de FAO, on va effectivement pouvoir maintenant incorporer également certains éléments au niveau de la fixation. Par exemple, au niveau de mon projet de Mastercam, je vais pouvoir récupérer mon riser qui va venir juste en dessous de mon étau. Donc, je vais simplement récupérer ces éléments de mon projet Mastercam, qui va bien sûr me donner un peu plus de hauteur au niveau de la fixation. Donc, il va falloir que je réaligne ma pièce pour justement prendre en compte ce changement de hauteur, qui va justement me donner de nouvelles positions de broche, mais qui va toujours pas vraiment me gérer cette collision-là. Donc à ce moment-là, la troisième étape, et c'est vraiment, il n'y a pas d'étape vraiment décrite en elle-même. C'est vraiment le travail du machiniste de savoir exactement comment est-ce que vous voulez résoudre ces problèmes. C'est justement là où ça vient. Et à ce moment-là, si on regardait encore au niveau du setup, de par exemple avoir une rotation de 90 degrés quand la pièce est vraiment montée sur la table de la machine, on peut voir qu'à ce moment-là, effectivement, ça peut simplement revenir très simplement à une question de setup. Comment est-ce que la pièce elle-même est montée sur la table et est-ce que tous ces éléments vont maintenant marcher ensemble pour que justement on n'ait pas de problème au niveau de limite de course, au niveau de collision ou n'importe quel autre élément qui va pouvoir présenter des problèmes. Donc, effectivement, si ça marche aussi, qu'on soit hors centre ou pas, tous ces éléments vont bien sûr tous tomber ensemble. Donc, de ce que je voulais aussi montrer maintenant, qui est bien sûr relatif au code et comment est-ce que la machine performe tous ces mouvements, ça va vraiment de pouvoir répondre à la question de comment... Non, si je n'ai pas maintenant de code qui va supporter tous ces changements. Et vraiment, à ce moment-là, la question ultime est vraiment, est-ce que nous produisons une bonne pièce? Donc, tous ces changements, que ce soit au niveau du code, au niveau de la machine, est-ce que la machine peut justement faire ce mouvement sans avoir de problème? Tous ces éléments sont vraiment là pour supporter la question de est-ce que je suis en train de produire une bonne pièce ou pas? Donc à ce moment-là, de justement revenir et de prendre le brut et de vraiment regarder comment est-ce que la coupe se passe, comment est-ce que le matériau est machiné et usiné pour que justement on puisse récupérer un peu tous ces différents points de données et justement de pouvoir faire un peu une image du procédé. Donc vraiment, où est-ce que la machine est, où elle va, à quelle vitesse, comment est-ce que les changements d'axe se passent, et vraiment ce qui nous intéresse un peu plus ici va être quel est le volume de matériel enlevé à ce point particulier dans le programme. Et vraiment, tous ces éléments vont être maintenant mis en place pour qu'on puisse vraiment identifier tous ces problèmes je dirais un peu plus typique au niveau du 5-axes. Donc, tout ce qui va être, par exemple, l'axe C qui va commencer un peu à vibrer quand on devient très proche de la position verticale, quelle position dans l'axe de rotation on est mis, un axe qui va accélérer très vite dans un coin. Donc, il y a différents problèmes qui vont se présenter au niveau du 5-axes. Ce que je regarde un peu plus ici et que je suis un peu plus intéressé, ça va être vraiment ce qui se passe au niveau de l'engagement de l'outil dans le matériau. Donc, si on regarde ce qui se passe, par exemple, au niveau de la première étape, qui est vraiment s'assurer que la pièce est plate, il y a vraiment très peu ou aucun, aucun matériau qui est vraiment enlevé. Et ensuite, on commence avec notre opération d'ébauche. Et à ce moment-là, on peut voir qu'il y a vraiment il y a vraiment trois points qui sont vraiment très hauts au niveau de l'engagement d'outils, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il y a une très forte probabilité qu'on puisse vraiment casser l'outil au niveau de la coupe. Et ça, au niveau du son, c'est vraiment horrible. Donc, une des résolutions va pouvoir de réduire les avances au niveau du contrôleur.
Mais quand on réduit les avances au niveau du contrôleur, on va affecter tous les points du programme. Donc, effectivement, les points qui sont très hauts, mais aussi les points qui sont très bas. Donc, par exemple, la deuxième passe sera très basse au niveau de l'engagement d'outils, simplement parce qu'on a fait la première passe et qu'il y a beaucoup moins de matériel à enlever. Donc, avoir un peu plus de visibilité dans ce qui se passe au niveau de la coupe et avoir les fonctions dans le logiciel. Donc, ça va être un peu plus au niveau de l'optimisation maintenant, de justement pouvoir un peu prendre cette loupe dans le procédé et d'identifier ces points problématiques, de réduire maintenant ces 3 points et de les remettre un peu plus en ligne avec le reste de la coupe et avoir l'opportunité maintenant pour la deuxième passe, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup moins de matériaux, de pouvoir justement doubler ou tripler ces avances pratiquement et les avoir en ligne avec le reste de la coupe, simplement par savoir où le matériel est placé, où il y a une opportunité de justement augmenter les avances ou de les réduire dans le cas d'un engagement très important. Donc ça, c'est vraiment le genre d'information qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans le procédé au niveau de tout ce qui est simulation et de bien sûr pouvoir s'assurer que la pièce qui a été produite à la fin est effectivement ce qu'on s'attend à avoir. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre ce que le procédé, ce que le code lui-même a coupé et ce que la pièce devrait être à la fin? Donc, est-ce qu'il y a du matériel qui a été laissé dessus? Donc, effectivement, on l'a arrêté dans le procédé relativement tôt dans le procédé. Donc, on voit qu'effectivement, il y a encore beaucoup de trous à faire, quelques broches qui ont été pas usinés. Donc, à ce moment-là, de la même manière, s'il y avait des violations au niveau de la pièce, ça apparaîtrait en rouge. Donc, énormément de flexibilité au niveau du code, au niveau du procédé, au niveau de la machine, comment est-ce que tous ces éléments vont être mis en place. Et à la fin, si jamais ce procédé n'est pas disponible ou si la machine n'est pas disponible pour justement gérer ce procédé, à ce moment-là, aussi d'avoir la flexibilité de prendre tous ces changements qu'on a fait pendant les dernières 30 minutes et de mettre ça sur une machine qui puisse être complètement différente au niveau de la cinématique. Donc, comment là est-ce que la machine se déplace? Et également au niveau du contrôleur. Donc, je peux prendre ce procédé qui a été fait pour une machine 5 axes verticale où justement on va avoir des trajectoires d'outils de fusion, de power mill, de NX et tout ça, et de mettre ça sur une machine qui va être complètement différente au niveau de la cinématique et du contrôleur, mais de toujours garder la même intention au niveau de la manière dont cette pièce va être usinée. Donc, en passant maintenant un projet horizontal d'un projet vertical, il va y avoir effectivement un peu plus de changements. Donc, on va simplement faire une rotation de 90 degrés. Mais mis à part ça, ce sera vraiment les seuls changements qu'on y aurait au niveau de ce qui se passe. Donc, on va simplement s'assurer que ici tout se passe bien. Donc, petite rotation autour de l'axe Is à 90 degrés, s'assurer que toutes mes hauteurs sont appropriées et ça devrait être à peu près tout. Okay. Donc à ce moment-là, vraiment de réaligner la pièce et on peut voir déjà que tout maintenant tombe en place et de simplement avoir maintenant ce même procédé qui a vraiment été focusé sur la manière dont la pièce a été faite, quelle est la trajectoire d'outil optimum pour justement avoir la coupe dont on veut à la fin et d'avoir tous ces éléments où on puisse contrôler comment la machine va interpréter ce code, s'assurer que la machine va pouvoir faire ça de manière appropriée pour justement produire une pièce qui va être appropriée et toujours avoir la flexibilité de pouvoir prendre cet exact même procédé, mais de le basculer d'une machine à une autre et de toujours garder cette assurance que ce qui va se passer à la machine sera tout à fait approprié, que vous puissiez prendre ce programme et le mettre sur la machine sans avoir de surprise et que la pièce qui sorte à la fin soit tout à fait bonne. Donc, au niveau de la présentation, je crois qu'on devient vraiment bon au niveau du timing.
Donc, ça a vraiment couvert, je dirais, le gros de ce que je voulais montrer un peu au niveau des capacités du logiciel. Est-ce qu'il y a, à ce moment-là, je crois qu'on va revenir un peu plus au niveau de la présentation et de continuer un peu plus. Where is it? From current slide. Donc, comme je disais au départ, on a effectivement une manière de s'assurer que la génération du code G se passe de manière appropriée, va être effectivement de travailler avec certains fabricants de machines particuliers. Donc, il y a effectivement un certain focus sur certains fabricants de machines, mais le logiciel, effectivement, a la capacité ou la capacité de supporter d'autres fabricants de machines. Donc, à ce moment-là, cette liste-là n'est pas spécifiquement une liste exhaustive qui dit tout ce qui est à l'extérieur de ces marques n'est pas disponible. Donc, il y a effectivement beaucoup plus de flexibilité au niveau du genre de machines qui vont pouvoir être supportées. Et pour supporter ce logiciel et toutes ces solutions, il y a effectivement une équipe très, très forte et je vais repasser à Jean-François. Merci, Jeff, pour la présentation. C'est toujours intéressant de voir ta présentation en anglais, mais cette fois-ci, merci d'avoir accepté d'avoir fait en français. Heureusement, on enregistre la présentation, et on va garder ça dans nos archives précieusement. Oui, mais ça parle de précision. Ça, je me souviens, précision. Oui, mais écoute, c'est un bon ratio. Un mot. C'est bon. Juste avant de passer aux questions, j'aimerais vous présenter l'équipe de fabrication avancée chez SolidCAD. Comme vous pouvez constater ici, on est une belle grande équipe qui compte en date d'aujourd'hui un total de 12 personnes avec des connaissances approfondies et plusieurs années d'expérience dans différents secteurs de fabrication. Et donc, c'est ce qui fait vraiment notre force et ce qui nous distingue de nos compétiteurs. Donc, quel que soit votre domaine de fabrication, si ça implique un logiciel CAO, FAO, on a certainement de la valeur à ajouter à votre entreprise. Donc, si vous allez à la prochaine slide de Jeff. Donc, mis à part là, que nous vendons les logiciels Autodesk, nous vous supportons à tous les jours grâce à notre équipe de support technique dévouée en anglais et en français à travers le Canada. Nous offrons la formation dans nos bureaux, en entreprise ou en ligne. Tous nos formateurs sont accrédités pour vous donner droit à des subventions gouvernementales si disponibles dans votre région. Et encore plus important, nous développons vos post-processeurs selon vos besoins et pouvons aussi automatiser votre processus de programmation à l'aide de Make Productivity, qui est un de nos produits entièrement développés par notre équipe interne chez SolidCAD. Donc, maintenant, on va regarder les questions concernant la présentation qu'on vient de voir de Jeff. Donc, j'ai une question. Jeff, quelle est la différence entre NC Simul et CAMPLEAT? Très bonne question. Très, très bonne question. Donc, je dirais au niveau de comparer, je dirais un logiciel qui fait simplement de la simulation et un logiciel que, par exemple, CAMPLEAT. Au niveau des logiciels qui font simplement de la simulation, ça va être exactement ça. Ça va être simplement de la simulation où le client va justement devoir fournir le code G à vérifier. Donc, typiquement, ce code G va être produit par le post-processeur du logiciel de FAO et une fois que ce code G a été obtenu, il va être mis dans un logiciel de vérification et on va simplement poser la question, est-ce que ce code va pouvoir fonctionner dans la machine, oui ou non? Donc, à ce moment-là, si la réponse est oui, donc tout se passe bien, le programme va fonctionner. Si la réponse est non, à ce moment-là, le problème est remis un peu sur le programmeur de retourner au logiciel de FAO, de corriger les trajectoires d'outils qui vont créer les problèmes, de repasser ces trajectoires d'outils à travers le post-processeur et de justement reposer la question une fois que le code G a été reçu, si justement ça va marcher, oui ou non. Et cette loupe ou ce cercle va se répéter jusqu'à que la réponse va être oui, ce programme va fonctionner. Si au niveau de la génération du code G, le problème est au niveau du post-processeur,
le problème va toujours être ici, va toujours devoir être résolu au niveau du post-processeur, jusqu'à que le logiciel de simulation pouvoir dire oui, ça va marcher ou non, ça ne va pas marcher. L'approche qu'on a prise avec Complete est de vraiment construire le post-processeur et la simulation ensemble. Donc, ça va être, ces deux éléments vont vraiment marcher l'un avec l'autre et sont vraiment construits l'un dans l'autre pour que justement, si le problème se passe au niveau de la génération du code G, on ait justement tous les outils pour pouvoir corriger ces problèmes, mais qu'au même temps, s'il y a un problème qui se passe au niveau de la simulation, par exemple une limite ou un axe qui est hors course, une collision ou des choses comme ça, comme on a vu dans la démo, de justement à ce moment-là avoir les outils en place pour pouvoir corriger ces problèmes au niveau du comportement de la machine, mais aussi d'avoir maintenant le code qui va avec la résolution de ces problèmes. Donc vraiment d'avoir tous ces éléments construits l'un dans l'autre et dans un environnement qui va être dédié à une machine particulière plutôt que d'avoir une solution générique qui va dire bah, oui, ça va marcher ou non, ça va pas marcher. Si ça ne marche pas, vous êtes un peu mis tout seul. Donc, c'est vraiment avoir l'intégrale du code de la génération du code G et de la simulation. C'est bien. J'avais aussi la question par rapport à Vircot, mais essentiellement, je pense que ça va être exactement la même explication que tu vas nous donner. Oui, exactement. Donc, c'est bien d'avoir le contrôle du post-processeur et de la simulation sur une plateforme. Exactement. J'avais des questions que je pourrais répondre. Complete a-t-il des modules payants? Reprends-moi si je me trompe, Jeff, mais bon, Autodesk a pris la décision avec Complete, un peu comme tous les autres produits, là, comme par exemple FeatureCamp PowerMill, qu'on a beaucoup de clients ici au Québec. Donc, sur le même format là, de plan d'affaires que FeatureCamp PowerMill, donc en souscription annuelle. Et à moins que je me trompe, il y a un seul niveau de Complete, donc qui vous donne donc un coût annuel qui vous donne accès à toutes les possibilités dans Complete. Exactement. Donc, il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas vraiment de module à prendre ou à choisir là, pour bâtir ouais, exactement. Donc, toute la fonctionnalité que j'ai montrée maintenant, et même ceux que je n'ai pas montrés, vont effectivement tous être compris dans la subscription annuelle. Donc, l'offre est simplifiée de cette façon. Exactement. OK. Sinon, une autre question. Combien de temps qu'on évalue que ça peut prendre à un nouveau utilisateur d'être vraiment opérationnel avec Complete? Donc, à ce niveau-là, je dirais la question devient un peu plus et un peu remise au niveau du programmeur. Je dirais au niveau de la compréhension ou du workflow de ce qui se passe, c'est vraiment, je dirais, si le programmeur a une très bonne compréhension de ce qui se passe au niveau de la programmation, de la FAO, de ce qui se passe au niveau de la machine, vraiment de faire la connexion entre les deux sera très facile. Au niveau du logiciel, de ce qui se passe, je dirais au niveau de tout ce qui est fonctionnalité, le logiciel a été vraiment construit pour justement prendre ça dans une séquence logique où justement le gros du travail est par exemple pour transférer toute l'information du logiciel de FAO est fait par le plugin. Les icônes dans le logiciel sont organisées d'une manière logique pour justement suivre toutes ces étapes et arriver très vite. Où on a vu effectivement des clients installer le logiciel le matin et faire une pièce en 5 axes dans l'après-midi. Donc, on a effectivement vu ça. Au niveau du training et de la formation, je dirais, on a vu, je dirais, c'est quelque chose qui vraiment été mis en place avec l'équipe de SolidCAD qui va vraiment pouvoir vous aider. Mais de règle générale, on a vu que la majorité des clients vont pouvoir justement utiliser le logiciel de FAO et avoir du code G qui a été vérifié très, très rapidement. Et juste pour compléter, à fond un peu cette question-là, point de vue, bon, l'utilisateur, c'est bien, mais point de vue, l'intégration, disons, pour une machine et le temps que ça prend pour que tout soit sécuritaire, opérationnel.
Donc, est-ce que c'est... peut-être tu as déjà répondu, Jeff, mais combien de temps ça peut prendre, mis à part l'opérateur pour apprendre l'échelle, mais que la solution soit vraiment prouvée, sécuritaire, prête à Donc, opérer? je dirais de ce moment, vraiment l'approche qu'on a prise ici, c'est vraiment de travailler avec le fabricant de machines pour que justement on ait un point de départ qui soit vraiment très bon. Je dirais on ne pourra jamais faire 100% de tous les utilisateurs, mais je dirais c'est vraiment l'objectif d'avoir je dirais 98% des utilisateurs qui vont pouvoir utiliser 98% des capacités de la machine. C'est vraiment l'objectif de travailler avec les fabricants de machines. Je dirais au niveau de la formation logicielle, au travers des 10 dernières années, je dirais en règle générale, on a vu entre 2-3 jours pour vraiment avoir le gros, je dirais le plus gros nombre de fonctionnalités qu'un utilisateur va pouvoir accéder à travers le logiciel. Dans le fond, l'avantage de développer le POS directement avec le fabricant fait en sorte que quand que le POS est livré, la solution, ben, c'est rapidement fonctionnel. Ce qui m'amène un peu à une autre question que je viens de voir, où Autodesk fournit-il des machines de simulation? Donc, effectivement, oui, il y a des situations où je dirais il y a certains fabricants de machines où Autodesk a reçu l'autorisation des fabricants de machines pour pouvoir distribuer les modèles 3D. Donc, il y a effectivement certains fabricants, Haas, Mazak, Kern, Okuma, and Herco. So all 5 of these, we can literally provide. On peut. Pardon, ça vient juste de sortir. On va justement pouvoir fournir ces machines-là sans coût associé pour cela. Mis à part ces 5 fabricants de machines, effectivement, on va pouvoir supporter, je dirais, n'importe quelle machine. Et si c'est une implémentation, je dirais, un peu spéciale ou custom qu'on doit faire, ou c'est une machine où on n'a pas forcément de connexion avec le fabricant de machine, on peut toujours le faire. À ce moment-là, il y aurait une implémentation ou un tarif pour l'implémentation de la machine qui est aux alentours des $2000, mais c'est pas... ouais, effectivement, il y a certaines machines qui vont pouvoir être fournies directement gratuitement et d'autres où il va y avoir un peu plus de travail à faire dessus. Est-ce que je peux modifier un cycle de perçage selon mes besoins? Donc, oui, effectivement, au niveau du post-processeur, vous pouvez modifier la sortie du code. Certains changements peuvent être faits directement au niveau du code aussi. Donc oui, effectivement. Par rapport à ce cycle spécifique-là que j'ai vu, je dirais ça c'est fait de manière un peu plus manuelle, mais effectivement, oui, on a des clients qui font exactement ce genre de cycle de perçage un peu custom. Des fois, c'est aussi de travailler avec le logiciel FAO, de sortir le code d'une certaine façon. Disons, pour comme la question exacte ici, comment on le ferait dans PowerMill, ben, on sortirait probablement le code point par point pour être capable, après ça, de gérer cette routine-là de la façon qu'on veut dans Camply. Exactement. Alors, je vois 2 fois plus ou moins la même question. Est-ce que vous êtes capable de développer un post-processeur chez nous et l'utilisateur peut modifier les post-processeurs dans Camply aussi facilement que dans PowerMill? Donc, ça, je voulais simplement le montrer très vite. Je vais juste arrêter ici. Donc, au niveau du post-processeur et au niveau des modifications du code, quelque chose que je ne vais pas forcément toucher, mais parce que maintenant il y a quelques questions, je vais passer 1 minute dessus. Donc, au niveau de la génération du code G, on va pouvoir voir exactement quel genre d'information a été utilisée pour générer une ligne de code particulière. Donc, dans ce cas-là, CL would be cutter location. Donc, ça vraiment être les données qui ont été dirigées par le logiciel de FAO, donc les coordonnées calculées directement. Ou est-ce que ça va être une ligne de code qui a été générée, par exemple, par le post-processeur? Donc, on peut voir d'ailleurs qu'effectivement, ça va être un peu différent.
Et de voir cette information, on peut aussi pouvoir l'éditer. Donc, on peut travailler directement sur, par exemple, certains paramètres qui sont sortis ou qui ont été choisis par le post-processeur. Donc, est-ce qu'on utilise les rotations spatiales? Est-ce qu'on utilise les plans relatifs? Donc, vraiment, comment est-ce qu'on va y aller si on veut changer ce qui a été mis dehors par le post-processeur? Si on voulait changer et par exemple ne pas faire une approche rapide, mais faire une approche à une avance très élevée, de quelle manière est-ce que cette avance ou ces changements sont appliqués, et de pouvoir travailler directement sur le code lui-même et c'est OK, cette position-là, par exemple, cette position-là ne va pas marcher pour ce que je veux faire. Donc, à ce moment-là, je veux changer la position, je veux adder une nouvelle position, je veux, je dirais plus ou moins, séparer les différents mouvements d'approche. Donc, il va y avoir effectivement beaucoup de flexibilité au niveau du code. Au niveau du post-processeur, ça va marcher, je dirais, un peu de la même manière au niveau de comment tous ces éléments sont mis en place. Donc, si on regarde par exemple à ce qui se passe dans notre post-processeur ici, comment est-ce qu'un programme se démarre, comment est-ce qu'une trajectoire d'outil démarre, comment est-ce qu'on fait un changement d'outil, quel genre de coupe, est-ce qu'on a 3+2, 5 axes, ou est-ce qu'on fait du tournage, quel genre de cycle on a. Et dans chacune de ces sections, au niveau des changements de post-processeur, tout se passe, je dirais, de manière un peu graphique. Ce qui veut dire on n'aime pas où le commentaire ressort, on peut simplement prendre le commentaire et le mettre un peu plus loin ou le mettre dans une autre section. Si on voulait rajouter support pour d'autres fonctions, donc par exemple, si je ne sais pas si vous voulez faire TCPC, donc je prends l'instruction, je le mets sur la ligne et je me dis est-ce que c'est actif, est-ce que c'est inactif, et en fonction de l'information qui va être sortie du logiciel de FAO, cette sortie va être mise sur la ligne de code G ou pas. Et si on vraiment voulait pousser un peu plus loin et commencer à mettre un peu plus de logique, de faire des macros et des choses comme ça va être de nouveau pareil, toute la logique va être mise en place. Donc, par exemple, si on veut faire une détection, est-ce que l'outil a été cassé? Donc, par exemple, si on veut le faire après chaque opération de perçage ou taraudage, de vérifier que l'outil n'a pas été cassé dans la broche, on peut faire, effectivement, si mon outil est utilisé est un outil de perçage, on va faire la vérification. Si c'est un autre type d'outil, on ne va pas le faire. Et donc après, pareil, de la même manière, n'importe quelle fonction va pouvoir être utilisée avec l'explication, je vais dire en français clair, mais en anglais, mais vraiment où tout le monde va pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. Au même titre que PowerMill, donc Complete a sa propre interface, si on veut, pour gérer le post-processeur, qui est vraiment bien. Pour ceux qui ont déjà essayé peut-être de modifier un post-processeur dans Fusion 360, par exemple, où ce que ça demande peut-être un petit peu plus de connaissances de JavaScript. Dans Complete, c'est un petit peu plus simple à faire. Voilà, on a enlevé tout ce qui est logiciel. On a remplacé ça par tout ce qui est fonction machine. Et donc, le post-processeur n'est pas barré à l'utilisateur. Donc, Non. Donc, l'utilisateur va pouvoir aller dans le post-processeur et vraiment modifier ce qu'ils veulent. Tout est ouvert. Ouais, tout est ouvert. Okay. Ça marche. Okay. Le support technique fonctionne-t-il comme G de PowerMill, c'est-à-dire que pour l'installation et debug, ou bien est-ce plus complet? Pour le support technique, bien évidemment, pour la formation, c'est sûr que la formation est de mise pour partir avec le logiciel, mais ensuite de ça, pour le support, là, c'est similaire donc, à tous nos autres produits. Là, donc, on va vous supporter, mais pour point de vue formation, c'est sûr qu'on demande qu'il y ait, disons, des formations planifiées là, pour bien partir, puis justement éviter de surcharger le support technique avec des questions, disons, qui seraient vues en formation. Mais une fois que la formation est faite, là, on est ouvert aux questions, évidemment, là, pour vous aider dans vos projets. Y a-t-il un forum pour camper comme PowerMill? C'est une bonne question, Jeff. J'avais pas. J'ai pas fait des recherches là-dessus jusqu'à maintenant. Donc, au niveau des... Je ne crois pas qu'il y ait un
un forum. Mais je sais que sur le site web, il y a effectivement beaucoup d'informations. Donc, si vous allez sur le site Autodesk, Products Complete, Support and Learning, il y a énormément d'informations disponibles de comment le logiciel fonctionne, quelle version, support technique, troubleshooting. Donc, il y a énormément d'informations qui est déjà dispo en vidéo et en document pour énormément de questions. Oui, quand même une bonne banque d'informations. Ouais. Là. Ouais. Et donc, si la réponse n'est pas là, évidemment, on est là chez SolidCAD et on a accès à Autodesk, l'équipe de Jeff, toute l'équipe de Complete est chez Autodesk pour nous aider là-dedans. Exactement. OK. Et je crois qu'on va terminer avec Greg. Donc, si je comprends bien, Complete génère un code avec un poste par défaut établi par le fabricant de la machine, mais le poste peut être modifié comme nous le faisons sur l'exemple sur fabricant. Exactement. Exactement. Donc, on a établi la ligne de base avec le fabricant de machine pour vraiment s'assurer que tout va marcher de manière sécuritaire. Donc, effectivement, ça ne va pas forcément être optimisé. Par exemple, je dirais tout ce qui est retrait ou retour à la position 0. Ça va vraiment être, le focus va être beaucoup plus sur le mouvement sécuritaire que sur l'optimisation, par exemple, au niveau du cycle de la machine. Donc, au départ, effectivement, oui, tout va être fait et présenté de manière sécuritaire, mais tout peut être modifié pour justement adapter la manière dont vous utilisez votre machine. Bon. Okay. Ça marche. Donc, on est passé un petit peu l'heure du webinaire. Oui, mais merci. Peu, oui. Merci, Jeff, d'avoir pris un petit peu plus de ton temps. Donc, voilà, s'il y a des questions là, qui restent en suspens, là, envoyez-moi un petit courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre là, autant que possible. Si je n'ai pas de réponse, ben, comme je disais tantôt, on a accès à Autodesk là, pour nous aider là-dedans. Donc, voilà. Je vais juste voir une dernière question. Est-ce qu'il y a une version d'essai? Très bonne question. Donc oui, effectivement, de retourner sur le site Autodesk, Complete, vous pouvez request evaluation. Donc à ce moment-là, oui, effectivement, vous pouvez demander une évaluation. C'est pour 30 jours. Et à ce moment-là, on pourra discuter un peu plus de la machine et de vos besoins spécifiques. Mais effectivement, oui, vous pouvez aller sur le site web de Autodesk et de demander une évaluation. Oh, super. OK. Super, merci. Très bonne journée à tout le monde. Merci d'avoir participé à la présentation. Et justement, s'il y a vraiment quelques d'autres questions qui ressortent, contactez SolidCAD et Jean-François. Et merci. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, pareillement. Bye, Jeff. Bye bye.